Depuis longtemps, les sauropodes comptent parmi les dinosaures les plus facilement reconnaissables. Un long cou, des pattes en forme de pilier, une carrure impressionnante et une longue queue. Brachiosaurus, Apatosaurus et leurs semblables ont largement contribué à cette image. Pourtant, l'un d'eux sort du lot. Son nom est souvent le premier cité quand on parle de sauropodes. Je parle bien sûr de Diplodocus. Diplodocus a su s'imposer comme l'un des plus célèbres. Ah mais pourquoi? Oui, parce que c'est une bonne question ça quand même. Comment ça se fait que ce truc, qui n'est pas si gros que ça quand on y pense, à côté par exemple d'un Apatosaurus, a su s'élever parmi la masse? Je me pose la question. Et ben vous savez quoi? J'ai envie d'y répondre. Et on va y répondre. Ensemble. On va remonter donc en 1877. Ça fait loin. J'étais pas né. Ma mère non plus, ça fait quand même beau. C'était il y a très longtemps. Dans une expédition pour fouiller la formation de Morrison au Colorado, Benjamin Mudge et Samuel Wendell Williston, mon anglais de merde, vous pouvez en rire si vous voulez, je m'en fous, découvrent les restes d'un squelette incomplet. Ces restes seront étudiés par Othniel Charles Marsh. Désolé, j'ai dû l'écorcher, j'en suis navré. Qui était donc un grand paléontologue de son temps, qui lui aussi sera subjugué par la taille du squelette. Et donc il nommera l'espèce Diplodocus longus. Longus, long. Ah, ils avaient de très bonnes idées à l'époque, hein. Il décrira le spécimen et arrivera même à trouver des similitudes avec d'autres dinosaures de la même formation. On y reviendra à ça. Alors à cette époque, les squelettes de sauropodes étaient encore rares et souvent très fragmentaires. Face à ces énormes vertèbres, ces poutres d'os jamais vues auparavant, Diplodocus, même incomplet, devenait déjà une référence car il représentait l'un des premiers géants à long cou que l'on pouvait enfin reconstituer de manière cohérente. Après cette découverte, beaucoup d'autres squelettes, environ une vingtaine, seront trouvés dans le même état, mais aussi au Wyoming, Nouveau-Mexique et Utah. Là encore, très stylé, parce que des dinosaures qu'on trouve dans plusieurs endroits et qu'on en trouve plusieurs tout simplement, c'est pas anodin. Non. Grâce à cette panoplie de squelettes, finalement, les paléontologues ont pu en apprendre beaucoup sur ce genre. Et qu'est-ce qu'ils ont appris? Ah ben c'est très très intéressant ça, parce qu'aujourd'hui, nous savons que Diplodocus, dans notre cas, nous allons prendre l'espèce la plus connue, Carnegie, était un sauropode de très grande taille. On parle d'un spécimen d'un cou qui mesurait jusqu'à 6 mètres de long, c'est très long, et une queue de 80 vertèbres, soit le double par rapport à la moyenne des sauropodes. Il en avait une très longue. Et tout ça pour une longueur globale aux alentours de 25 mètres. C'est presque la taille de ton terrain de basket. Alors ça, c'est impressionnant. Alors au début, on l'imaginait comme une sorte de gigantesque lézard rampant. La poitrine collée au sol et la queue qui se traînait derrière lui. Beaucoup d'entre vous le savent, mais cette idée n'a pas tenu longtemps. Parce que, et heureusement, la découverte d'empreintes fossiles attribuées aux sauropodes a montré qu'aucune trace de frottement n'accompagnait les pas. Autrement dit, ces animaux marchaient bien comme de vrais quadrupèdes, avec une démarche qui ressemblait davantage à celle d'un éléphant qu'à celle d'un lézard. Alors, vous vous dites sûrement aussi que Diplodocus vivait avec un cou à la verticale. Mais quoi? Vertical? Non, tu t'es trompé. Contrairement au brachiosaure là, qui dressait son cou comme une grue, je parle de cette grue, pas celle-là, les chercheurs ont rapidement compris que Diplodocus ne pouvait pas faire pareil. Quand on reconstruit ses vertèbres cervicales, on voit clairement que les articulations se bloquent. Tu vois, il y a un problème, tu vois, c'est comme si tu essayais de plier ta main dans l'autre sens. Tu peux pas ça, non, c'est pas possible. En revanche, une position plutôt horizontale permet un alignement fluide et confortable des vertèbres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des paléontologues le représentent avec son cou pendu droit devant lui. Mais en quoi pouvait servir un cou à l'horizontale? Vous savez quoi? Je pense qu'il faut qu'on remonte un peu plus dans le temps. Parce que 1877, c'était... On est encore trop tôt. Il y a moins 154 millions d'années. Au Jurassique supérieur, la formation de Morrison... J'arrête. Non, ça devenait chiant et moi, je n'aime pas ce type de voix, ça m'énerve. Donc, bienvenue en moins 154 millions d'années. C'est très beau, je sais, hein. On est au Jurassique supérieur, mais ça j'avais déjà dit. La formation de Morrison était un vaste environnement comportant plusieurs biomes, à la manière du Kenya.
Actuel, je parle. Et alors on y retrouvait quoi? Eh ben on y retrouvait des Canthosaurus, des Stégosaurus, oh, l'un de mes animaux préférés, tiens, et d'autres sauropodes comme Camarasaurus, qui est mon animal préféré aussi, ou Brachiosaurus. D'accord, mais c'est très intéressant tout ça. C'est dans cette flore et faune diversifiée qu'a vécu notre estomac sur pattes. Diplodocus. Et du coup, on se pose toujours la question là. Toutra, à quoi ça lui sert? Un coup à l'horizontale. Il aurait pas pu faire comme l'autre là? Oui, lui là. Ah, eh bien non. Non, non, messieurs, non. Mesdames, Diplodocus, c'était l'ado par excellence de son écosystème. Alors quand il a vu Brachiosaurus, son confrère, bouffer la cime des arbres, je pense intimement qu'il s'est dit « Bah non, je ne ferai pas comme toi, je vais faire autrement. » Pour faire chier. Bon par contre, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme vous avez pu le deviner, la formation de Morrison de son temps était extrêmement peuplée de dinosaures en tout genre. Très sympa. Donc, beaucoup de sauropodes mangeurs d'arbres. J'ai vraiment l'impression de parler de salade. Face à une diversité, une concurrence très élevée, notre ami à long cou n'a pas eu d'autre choix et a dû évoluer pour subsister avec les autres sauropodes bien plus massifs que lui. Coup de bol, la basse végétation n'était pas prisée par des dinosaures géants. Et donc c'est comme ça qu'il est passé de girafe à grosse vache. Et là, je l'entends à travers l'écran. Vous allez me le dire. C'est bien beau, Toutra, mais elles sont où les preuves? Les quoi? Les preuves! Les preuves! Ah, tu veux des preuves en plus? Ah ben, je vais t'apporter des preuves de pourquoi il bouffait la basse végétation. On va parler de son alimentation, et en particulier de ses quenottes. Un trait anatomique qui permit aux paléontologues de comprendre l'alimentation de notre végane, ce sont des dents. Comme nous pouvons le constater sur cette photo, sa dentition était faite de dents longues et pointues. Ça a formé une sorte de pince, tu vois, un peu comme celle-là, là. Ouais, tu vois? La pince de ta grand-mère. Ben, c'est un petit peu pareil pour lui. Cette particularité lui permettait d'arracher les feuilles et végétation tendre, ce que les arbres n'offraient pas. Je vois mal cette petite pince broyer un tronc, ou juste une branche d'ailleurs. Navré, mais moi-même je n'ai pas la vision pour ça. De plus, des modélisations biomécaniques du crâne des diplodocinés. Oui, parce qu'on n'a pas des crânes complets de Diplodocus, donc on n'a pas pu le faire sur lui en particulier. Mais les diplodocinés en général, là on a pu. Elle a été réalisée en 2012 et conclut que l'hypothèse selon laquelle les dents auraient servi à arracher l'écorce des arbres n'est pas possible. Cela aurait soumis les dents et le crâne à des contraintes trop fortes. Diplodocus n'étant pas le plus massif de la formation de Morrison, il avait dû évoluer et optimiser son long cou pour ratisser la basse et moyenne végétation sans rivaliser avec des colosses comme Brachiosaurus. C'est comme si je vous disais, tu préfères piquer la bouffe du gomuscu enragé à côté de toi ou piquer la bouffe du petit mec frêle juste à côté? Tu préfères qui? Pardon? Le mec frêle? Pourquoi pas le gomuscu? Mais non, mais attends. Par contre, attention. Quand je dis que Diplodocus n'était pas le plus massif, ça ne veut pas dire qu'il était une proie facile pour autant. Non, non, non. Pour rappel, le bestiau faisait dans les alentours de 25 mètres. Et là, je parle de l'espèce Carnegie. Parce que l'autre, là, ouais, Diplodocus longus, de tout à l'heure, qu'on a parlé, lui est estimé à 30 mètres de long. 30 bordel de mètres de long. C'est la taille d'un terrain de basket, littéralement. Après, c'est vrai qu'il est un peu moins complet, mais... Allez, ça passe. Pour revenir à ce que je disais, Diplodocus restait un énorme steak que pas grand monde osait attaquer. Les Allosaurus, par exemple, devaient se pisser dessus en sa présence. Moi, je pense qu'à sa place, j'aurais pas fait long feu. Non mais parce qu'en plus, avec sa queue là en forme de fouet, ça devait être salement risqué de vouloir ne serait-ce que l'approcher. Ah mais je n'imagine pas la douleur que devait produire sa queue en créant un bang supersonique. Supersonique? Un bang super sonique. Je pense, sincèrement, on va devoir s'attarder en profondeur sur l'utilité de la queue de Diplodocus. Ça m'intéresse. La queue en forme de fouet de Diplodocus a fait l'objet de nombreux débats au sein de la communauté scientifique. Et ce, grâce à 3 traits spécifiques. Regardez cette image. N'est-elle pas magnifique cette queue? Comme on peut le constater ici, la longue queue de Diplodocus, comportant un grand nombre de vertèbres, a un petit quelque chose en plus. Bon, je vais vous le dire, sinon vous n'allez jamais le trouver. Cet os, ou devrais-je dire ces os. Ces sortes de patins que vous voyez dans la partie antérieure de la queue, ici, sont des chevrons. Ces os, donc, auraient servi de soutien pour empêcher les vaisseaux sanguins d'être comprimés lorsque la queue était posée, parce que sa queue était très lourde. Une autre hypothèse avec le même principe, mais pas exactement pour la même chose, suggère que les chevrons servaient de maintien pour que Diplodocus puisse se servir de sa queue comme d'un 3e pied, et ainsi se mettre debout. Pied?
chevron en forme de patin? Pied? Patin? Attends, me dis pas que Diplodocus patinait avec sa queue. Une autre hypothèse, tout aussi intéressante, explique que la queue pouvait servir de contrepoids au cou. Bien sûr, on ne peut pas le mesurer directement, puisque Diplodocus est mort depuis moins 154 millions d'années. Ça va être compliqué de le retrouver en vie, celui-là. Mais les modèles physiques et la façon dont ce squelette est construit rendent cette hypothèse très crédible. En gros, il avait inventé le système de contrepoids que les grues utilisent. Tu vois le système, c'est carré. Et la dernière, c'est l'idée que Diplodocus s'en servait comme d'une arme. En l'occurrence ici, un fouet. En 1997, alors là on remonte dans le temps donc. Merci. Une étude sur la biomécanique des queues de Diplodocidés a calculé avec une queue biomécanique de 14 segments vertébraux et un popper qu'un tel fouet pouvait provoquer un bang supersonique d'une vitesse de 340 ms et de plus de 200 décibels. 340 ms, c'est 340 mètres secondes. Félicitations, 16 176 000 Ah, le Z-Event de cette année aura été quand même assez exceptionnel. Entre la cagnotte montée à 16 millions d'euros et le klaxon de Sylvain... Un klaxon de TGV 160 décibels. Attends, décibels? Donc tu veux dire que ton gros klaxon n'est qu'à 40 décibels en dessous du calcul fait pour le bang sonore que produisait la queue de Diplodocus? Et rend sourd l'intégralité des streamers sur place. Mais je t'en prie, montre-nous. 8 bars. C'est si violent, c'est n'importe quoi. Bon, revenons au sujet. Grâce à Sylvain, on sait maintenant quel genre de force pouvait créer le son d'un claquement de queue de Diplodocus. Bon, ici c'est un klaxon, donc c'est pas le même son. Donc là, ici, on parle bien de la force qu'a produit le son. Vous suivez? Et là, vous ne trouvez pas maintenant qu'en ayant entendu ce klaxon, ça paraît irréalisable? Même si on imagine que sa queue allait assez vite pour atteindre cette vitesse. Le son qu'on vient d'entendre, s'il était produit par un coup, ferait sûrement des dégâts conséquents, mais peut-être pas à la bonne cible. Et justement, des paléontologues vont se poser la même question. Le 8 décembre 2022, une étude approfondie qui ajoute maintenant le bon nombre de vertèbres, parce que je sais pas si vous aviez entendu, mais ils avaient utilisé 14 vertèbres. Diplodocus en avait 80. On est très loin du compte. Et cette fois-ci, ils ont ajouté des tissus mous. Tout ça réuni nous démontre que cela n'était pas possible, vu l'anatomie, et que le bout de la queue se serait brisé par la simple vitesse du coup. Imaginez. C'est comme si d'un coup, je faisais passer votre bras d'en bas à en haut, à 340 mètres secondes. La vitesse maximale qu'ils ont enregistrée est d'environ 33 mètres secondes. C'est 10 fois moins que le chiffre de base estimé à l'époque à environ Mach 1. Et bah, étrangement, ça ne m'étonne pas. Et en vrai, déjà 33 mètres secondes, ça fait un peu peur. Je pense que moi, je me prends ça, je ne me réveille pas. Enfin, je me réveille, mais 10 heures après, quoi. Bon nombre de la communauté scientifique soutiennent la possibilité que la queue de ce dinosaure ait pu être utilisée comme dissuasion, sans pour autant aller plus loin. Et c'est ça qui est intéressant. Même si la science a rejeté le bang supersonique, cette idée a marqué l'imaginaire collectif, et ce fouet sonique a joué dans le succès de Diplodocus. Et ça, je trouve quand même que c'est impressionnant, que la simple morphologie d'une queue peut te faire monter en succès. Je devrais peut-être l'y mettre, moi aussi. En effet, beaucoup des éléments que nous avons découverts ne sont pas les vraies raisons du succès de Diplodocus, même si le fouet à son arrière-train y a joué. Par exemple, Apatosaurus, un diplodocidé lui aussi, est très ressemblant à Diplodocus. Seule sa taille et ses proportions diffèrent. En fait, Apatosaurus est bien plus impressionnant que Diplodocus. Alors pourquoi Diplodocus est-il aussi connu de la formation, alors qu'il n'est même pas le plus grand représentant de son infraordre dans la formation de Morrison? Eh bien pour deux raisons. Deux raisons qu'aucun autre sauropode n'a eu le privilège d'avoir. Est-ce que vous vous rappelez de la date de la description ? 1878. C'est la date à laquelle Marsh a décrit le premier Diplodocus au monde. Mais à cette époque, il n'a pas fait que ça. La même année, deux autres sauropodes seront décrits par Marsh, Camarasaurus et Apatosaurus. Tiens, encore lui. En décrivant ces trois espèces, il avait remarqué qu'elles avaient toutes des similitudes. Encore plus entre Apatosaurus et Diplodocus longus. Ah bon? En constatant que ces trois titans étaient liés, et ayant le squelette du premier Diplodocus,
Marsh décide de créer un nouveau sous-ordre, les Sauropoda, qui deviendra plus tard un infra-ordre. Ce premier squelette de Diplodocus était le plus complet des trouvailles faites. Alors, même si Diplodocus n'a pas été le seul à servir de base pour cette révélation, il n'en restait pas moins le meilleur squelette que Marsh possédait pour ses recherches. Et maintenant, la raison qui a permis à Diplodocus de briller sous les projecteurs. 1899. Un nouveau squelette de Diplodocus est découvert. Plus complet, mieux conservé, mais un peu différent du premier spécimen trouvé. Et il sera du coup nommé Diplodocus Carnegie. Dans le muséum de Carnegie est monté et montré le Diplodocus Carnegie, ça risquait pas d'être Longus. Et vous savez qui l'a vu? Vous savez qui? J'ai plus le nom. Le roi d'Angleterre, Edward VII. Ce roi, c'est pas n'importe qui, parce que ce monsieur adorait, je dis bien adorait, les fossiles. Un roi qui aime les fossiles, j'ai jamais vu ça. Le roi d'Angleterre, en voyant ce squelette immense, il se dit, il m'en faut un, mais dans mon musée. À Londres. Et il a bien fait, parce qu'en plus, à la base c'est une blague, Andrew Carnegie l'a cru à 100%. Il lui a envoyé la réplique du squelette à Londres. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça a fait tellement polémique, les autres pays ont fait hop, 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 nous aussi on veut. Ah pardon, nous aussi on voudrait notre petit squelette dans notre musée. Ça a forcé gentiment le milliardaire américain Andrew Carnegie à offrir le même à une dizaine d'autres pays. Rien que ça. C'est passionnant de se dire que Diplodocus est connu grâce à un roi. Coup de chance, je ne pense pas. Paris, Berlin, Londres, Madrid et plein d'autres villes se voient offrir la réplique du dinosaure le plus conséquent connu à l'époque. Diplodocus sera alors monté et exposé dans le monde entier, aux yeux de tous. Et grâce à sa taille imposante, qui surpassait tous les autres squelettes, il tapait vite à l'œil des spectateurs. Imaginez-vous, vous n'avez jamais vu de dinosaure et en rentrant dans un musée, le premier squelette que vous voyez prend tout le décor de par sa taille imposante. À leur place, j'aurais été émerveillé, mais tellement le spécimen était long. Attendez. Alors vous voyez, c'est plutôt simple. Apatosaurus était plus massif, Brachiosaurus plus impressionnant, mais Diplodocus, grâce à Carnegie, gardait une longueur d'avance. À la fin du 19e siècle, c'était le seul sauropode spectaculaire que l'on pouvait admirer monté en entier. Certains vont me dire « Et Camarasaurus ?» Eh bien, c'est vrai, Camarasaurus, pourtant mieux connu scientifiquement, paraissait beaucoup moins impressionnant, et Apatosaurus restait encore trop confus dans ses reconstructions. Diplodocus, un sauropode de grande taille, mais aux dimensions modestes comparées à d'autres géants, s'est hissé parmi les dinosaures les plus connus grâce à sa morphologie atypique et un coup de chance exceptionnel. Il est devenu une icône, et même aujourd'hui, plus d'un siècle après, on se souvient tous de son nom. Alors, qui sait? Peut-être que dans 100 ans encore, les enfants apprendront Diplodocus, avant même Apatosaurus. Mais ça, c'est une autre histoire.